Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette session de découverte sur le choix de la forme juridique et des aides à la créa. Donc on évoquera l'ACRE, l'ARS et d'autres aides. Donc pour ma part, je serai donc l'intervenante je serai accompagnée d'un collègue qui viendra aussi évoquer avec vous toute la formation, hein, les conditions, etc. Si vous avez des questions, bien sûr, il ne faudra pas hésiter à la lui poser en fin de cette intervention, qui va durer à peu près 1 heure. Donc, du coup, on va aborder surtout les points importants. Juste un petit rappel, je ne sais pas si vous connaissez Créatif, mais c'est un organisme qui a à peu près une quinzaine d'années d'existence, qui a formé plus de 35 000 entrepreneurs, ce que vous voyez sous les yeux, hein, du coup, et qui est vraiment très centré depuis le démarrage sur l'entrepreneuriat, avec des formations éligibles au CPF, etc. Voilà globalement ce que je peux dire sur Créatif. Mais si vous souhaitez en savoir plus, vous aurez toujours le plaisir de consulter le site internet ou tout simplement de poser la question à Sacha qui prendra la parole à la fin de mon intervention. Donc moi, c'est Leïla. Je suis consultante formatrice en entrepreneuriat. Ma spécificité, c'est plutôt tout ce qui est finance, juridique, fiscale et sociale. Et pour ma part, donc, je vais intervenir sur ces questions aujourd'hui. Ça, ce sont nos partenaires qu'on a formés d'ailleurs, que j'ai eu aussi la joie de former. Beaucoup de conseillers, de consultants à la créa. Voilà, globalement. Il y en a d'autres, mais on a mis les plus importants. Pardonnez-moi. Voilà, donc l'idée de cet atelier, c'est faire prendre conscience qu'il n'y a pas un statut juridique qui est mieux que l'autre. C'est de savoir qu'il y a un statut qui correspond à une réalité du moment, par rapport effectivement aux attentes du porteur de projet, mais pas que, hein, aux investissements, aux besoins de protection sociale, hein, ça peut être ça aussi, hein, et puis bien sûr à la crédibilité ou à la légitimité de ce du statut juridique. Donc bien sûr que tous les statuts juridiques sont évolutifs. Ici, il ne s'agit pas de changer tous les matins, hein, mais je peux démarrer aujourd'hui avec un statut juridique et dans 1 an, 2 ans, 3 ans, bien sûr que je peux en changer, à partir du moment où c'est justifié et du coup, ça vous permet d'atteindre d'autres objectifs. Voilà pour le statut juridique. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. J'insiste vraiment là-dessus. Ça va être lié vraiment aux spécificités de chaque porteur de projet. Donc, ce qu'on va évoquer avec vous là, c'est les différents statuts juridiques, hein. Et c'est vrai que en tant que conseiller, quand on accompagne des créateurs de projets, d'entreprises, ce que vous voulez, quand ils évoquent, et d'ailleurs c'est souvent cette première question qu'ils peuvent poser au-delà de dire quel est leur projet, c'est dire à votre avis quel est le choix de mon statut. Et j'avoue qu'à ce stade, je suis incapable de répondre. Et pourquoi? Parce qu'il va falloir que je sache, au-delà de savoir ce que c'est que le projet, euh, en tous les cas, c'est quoi ses aspirations? C'est quoi son environnement personnel? Est-il marié, pas marié, etc. Tout ça va induire beaucoup de choses. C'est quoi ses investissements? Qu'est-ce qu'il envisage? C'est quoi ses priorités? Est-ce que c'est sa couverture, du moins sociale? Est-ce que c'est son envie de développer, d'aller chercher des partenaires, etc. Toutes ces questions vont être posées avant même de dire quel est le statut qui correspond, en tout cas qui correspondrait à son projet et à sa vision et à ses objectifs. Voilà pour le point le plus important. Donc, on est bien dans le questionnement. Et en tant que consultant, on n'est que dans le questionnement. Est-ce que je vais l'aider à prendre, du moins à choisir son statut? Je vais lui donner un point de vue par rapport à ce qu'il m'a dit. Voilà. S'il fait des investissements et de lourds investissements, je ne vais pas du tout lui conseiller une micro-entreprise, bien sûr. Ne serait-ce que ça, hein. C'est-à-dire qu'il y a des choses où on ne prend pas aucun risque là-dessus. Après, est-ce que c'est une SARL, une SAS, etc. Ça va être tout le sujet de l'accompagnement. Alors, je ne sais pas si... Est-ce que vous voyez mon support défiler? Oui, Ah, oui. super. J'ai eu un doute.
Alors, comme ça, je vais réduire la fenêtre. Voilà, vous me dites, hein. Voilà, donc les différents statuts juridiques. Alors, pour reprendre ce que c'est qu'un statut juridique, il faut savoir qu'en France, il n'y en a que deux de statuts juridiques. Il y a les personnes morales et les personnes physiques. Il n'y en a pas plus. Donc, il y a les personnes morales et les personnes physiques. On va les connaître ou on les connaît plutôt sous d'autres appellations, comme pour les personnes morales, on va plutôt évoquer des sociétés. Et quand on va parler de personnes physiques, on va plutôt parler de l'entreprise individuelle. Alors, c'est quoi la nuance? Ben, c'est très simple. C'est que si je reprends l'entreprise individuelle, hein, ce que vous avez sous les yeux, on parle de personne physique, ça sous-entend tout simplement que c'est la personne elle-même qui s'immatricule. C'est Leïla qui s'immatricule et qui bénéficiera d'un numéro de SIRET par rapport à son activité. Voilà ce que ça sous-entend. Pas que. Puisque la particularité d'une société, la différence d'une société, c'est que c'est moi qui m'engage. Et j'engage quoi? Eh ben, j'engage mon patrimoine professionnel et personnel. Et ceux-là, ils sont confondus. Alors, il est vrai que depuis, je me souviens plus des textes de loi, mais ça remonte pas très 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 loin de tout ça. Il y a eu 2010, un profond changement là-dessus avec le IRL pour protéger son patrimoine personnel. Il y a eu ensuite la loi Macron, je sais plus, je vais dire des bêtises, 2017, il me semble, ou 2018, qui permet de protéger sa résidence principale automatiquement. Donc ça, c'est la particularité. Et les autres biens qui peuvent être protégés, bien sûr, de son activité, hein, des risques liés à son activité. Donc ça, c'est un autre élément qu'on va prendre en compte aussi pour le choix du statut juridique. Donc plus le porteur de projet a de gros investissements et moins ce statut juridique est adapté à son projet. Donc la personne physique, ses patrimoines professionnels et personnels sont confondus. Ça veut dire quoi concrètement? Eh ben, tout simplement, il engage sa responsabilité, hein. Voilà, il engage sa responsabilité sur les dettes que l'entreprise peut générer. Peu importe le pourquoi. Il va falloir rembourser les créanciers. Voilà ce que ça stipule. Bien sûr qu'on ne viendra pas réclamer sa résidence principale, mais il va falloir rembourser quand même. Ça, c'est la spécificité. Il y a un point important qu'il faut savoir, et d'ailleurs c'est pour ça aussi, hein, c'est qu'en entreprise individuelle, il n'y a pas d'ABS. Alors ABS, ça veut dire abus de bien social, puisque c'est l'entreprise et moi, on n'en fait qu'un. Donc il n'y a pas d'abus de bien social. Ce que c'est qu'un abus de bien social, c'est quand j'utilise les fonds de l'entreprise à des fins personnelles. Alors ça ne veut pas dire qu'on vous laisse tranquille, mais ça veut dire qu'on ne vous poursuivra pas pour abus de bien social. Ce qui va être le cas pour une société. Pourquoi? Parce que c'est l'autre. Une société, c'est une personne morale que je vais doter d'un patrimoine. Et ce patrimoine, le premier patrimoine qui va me permettre de créer cette structure, ça va être tout simplement le capital social. Voilà, après je l'évoquerai, mais le capital social. C'est quoi une société? Ben, c'est tout simplement une personne morale, je le rappelle. Et dans cette personnalité morale, il y a plusieurs formes d'entreprise ou de statut juridique. On va retrouver la SARL ou le URL, ou la SAS ou la SASU. Donc pour la SARL, alors c'est quoi la différence entre une SARL et une URL? C'est très simple. C'est tout simplement si je suis tout seul en tant que créateur et porteur du projet, j'ai pas besoin d'avoir un deuxième associé, je vais pouvoir créer ma boîte avec 100% des parts. Et on appelle ça une EURL. Et si j'ai d'autres associés, ben je vais devoir créer une SARL automatiquement. C'est les mêmes statuts juridiques d'ailleurs. Donc ça, c'est la SARL. Et vous avez ensuite la SAS. Donc la SAS, c'est pareil que la SASU, hein. C'est exactement pareil, sauf que la SASU, je suis tout seul à créer. Et en SAS, j'ai plusieurs associés. Donc tout ça va définir aussi le choix du statut juridique. Si j'ai des associés, bien sûr qu'il n'est pas question de créer une entreprise individuelle. Forcément, ce sera une société. Après, pour les associés, c'est de choisir quel est le mieux. Est-ce que c'est une SARL ou une SAS?
Ça va être ce type de question. Donc ça, c'est vraiment les formes de statut juridique les plus usées en France. C'est quasiment 99% euh, de statut juridique. Il y en a d'autres, mais on ne va pas les évoquer parce que c'est plutôt de l'ordre, c'est très très rare qu'on monte une structure en SNC, en SAS, etc. pour ceux qui ont déjà cette, du moins en SA, pour ceux qui ont déjà ces idées. Ça, c'est vraiment les statuts juridiques les plus courants. Donc, société, personne morale, entreprise individuelle, personne physique. Et la particularité, c'est que en entreprise individuelle, c'est que le patrimoine est confondu. La société, c'est que je dissocie mon patrimoine personnel du professionnel. Voilà pourquoi on choisit aussi une société. Ça peut être aussi très important pour vos clients. Donc maintenant, on va regarder les particularités, hein. Qu'est-ce qui distingue d'une EURL ou d'une SARL, la gérance majoritaire d'une SAS ou d'une SASU, parce que ça, c'est des points qu'on va évoquer, hein, et qu'on peut vous demander, hein. D'ailleurs, c'est là-dessus que va en grande partie se décider le choix du statut, hein, par rapport, encore une fois, à plein de paramètres, hein. Ça peut être effectivement de dire j'ai besoin de cotiser, hein, ou j'ai pas besoin de cotiser à ma retraite, hein, par exemple. J'ai besoin d'une complémentaire ou j'ai besoin d'une complémentaire santé importante. J'ai besoin de tout ça. Donc, en fonction du besoin et de la nécessité de porteur de projet, on va plutôt l'emmener sur le choix d'un statut juridique. Alors, quand on choisit un statut juridique, je tiens à le rappeler, on l'emmène en réalité sur le choix du régime social. Le statut, c'est une coquille. Par contre, quand je choisis une EURL ou une SARL à gérance majoritaire, j'ai déjà choisi, malgré moi, pourtant en pleine conscience, j'ai déjà choisi mon régime social. Pourquoi? Parce qu'on considère que ce soit un associé unique ou un associé majoritaire d'une SARL, à gérance majoritaire, hein, je le dis bien, bah vous êtes tout simplement considéré comme un travailleur non salarié. Concrètement, ça veut dire quoi? Bah, le gérant, puisqu'on l'appelle le gérant, lui n'est pas considéré comme un salarié ou un assimilé salarié. Il est véritablement considéré comme un travailleur non salarié. Ça veut dire quoi? Pas de fiche de paye. Il aura le droit de se prendre une rémunération tous les mois, comme il veut, quel que soit le montant, et il devra payer et s'acquitter de ses charges sociales sur cette rémunération. Alors, la particularité, hein, quand on est travailleur non salarié, c'est que le taux de cotisation sociale est de 45% hein, en moyenne. Donc 45%, quand je prends 1000 euros net, j'ai 45% dessus et je devrais payer les charges sociales. C'est quoi les charges sociales, faut-il le dire? C'est tout simplement ma couverture à la sécurité sociale, ou du moins ma couverture sociale, hein, où je vais pouvoir prétendre ouvrir mes droits sur la maladie, etc. Si j'ai un accident du travail, hein, ou pour maladie, ou pour ma retraite, je vais pouvoir cotiser par ce biais. La seule chose à laquelle, il y a deux choses à laquelle ne cotise pas un gérant de URL ou d'SARL, c'est la retraite complémentaire, puisqu'il n'y en a pas, il devra se la constituer lui-même. Et le deuxième point, il n'a pas le droit aux allocations chômage. Il ne cotise pas aux allocations chômage. Donc tout dépend encore une fois. Si quelqu'un me dit, voilà, moi j'ai plus de 25 ans de carrière, je suis à 5 ans de la retraite, est-ce que c'est très très important de savoir s'il a besoin de cotiser une retraite complémentaire? La question va se poser. Et c'est ça qui va m'aider à comprendre si oui ou non c'est un statut qui est intéressant pour lui. À défaut de la SAS ou de la SASU. S'il me dit non, non, moi j'ai besoin d'une couverture sociale au top, si j'ai besoin de cotiser une retraite complémentaire, eh ben je vais peut-être opter pour une SASU ou une SAS. Voilà la particularité. Je ne suis pas considéré comme un travailleur non salarié, mais bien comme un assimilé salarié. Et la particularité de l'assimilé salarié, du coup, hein, c'est qu'il va cotiser à toutes les caisses du régime général hein, des salariés. La seule chose
à laquelle lui ne cotisera pas, comme pour le gérant majoritaire, eh ben, il ne cotisera pas au chômage, aux allocations chômage. Alors sachez simplement qu'il y a des choses, il y a des caisses qui existent pour les indépendants, mais je ne rentrerai pas dans le détail. Donc c'est quoi la différence? Eh ben, c'est le coût, hein. Ben, si je cotise, si j'opte pour une SASU, une SAS et que je souhaite du coup me prendre une rémunération ou que j'ai besoin de me verser une rémunération, ben, je vais devoir m'acquitter des charges sociales, mais aussi des charges patronales, puisque je suis un assimilé salarié. Donc ça me coûtera beaucoup plus cher. Donc, d'un côté, si je choisis l'EURL, je vais prendre une EURL avec 1 000 € de rémunération nette et je paierai 45% de charges sociales dessus, ma couverture sociale, et je cotise à ma retraite. Si je décide de prendre une SASU ou une SAS, je suis considéré comme un assimilé salarié et du coup, quand je vais prendre 1 000 € net, j'ai bien dit net, je vais devoir payer quasiment 80% de charges sociales et patronales. Je vous la fais globale. C'est ça la différence. Par contre, est-ce que mon client, il a besoin de quoi? Donc c'est ça qui va définir le choix social ou du régime social du dirigeant. Bien sûr, il n'y a pas que ça, hein, il y a d'autres éléments, mais vous avez bien compris que ça va dépendre aussi des besoins de votre porteur ou de ce que vous avez identifié comme besoin. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'entreprise individuelle. Peut-être que l'entreprise individuelle peut lui suffire. Euh, on va lui demander effectivement, alors c'est quoi la différence entre une entreprise individuelle dite classique, entre guillemets, qui gère la TVA et une micro-entreprise qui ne gère pas la TVA jusqu'à un certain seuil. Donc ça permet aussi d'identifier quel est le projet et à partir de ce projet de se dire est-ce qu'il peut partir en micro ou il a tout intérêt à partir en entreprise individuelle dite classique. L'entreprise individuelle dite classique, bien sûr, c'est qu'il n'y a pas de plafond de chiffre d'affaires versus micro-entreprise. Elle est soumise à la TVA. Donc, elle doit s'acquitter de sa TVA, donc collecter des déductibles dès le départ, contrairement à la micro jusqu'à un certain seuil. Donc, c'est ça en termes de chiffre d'affaires, hein. En entreprise classique, pas de limitation de chiffre d'affaires. Par contre, la micro-entreprise, oui. Fiscalité et cotisation sociale, eh ben, pour calculer, puisqu'on l'a bien dit, hein, les charges sociales, c'est ce qui va nous permettre, pour moi, en tant que gérant ou dirigeant ou entrepreneur, de m'acquitter de mes cotisations sociales ou de ma couverture sociale pour en bénéficier et surtout de cotiser à ma retraite, valider ne serait-ce que mes trimestres pour partir à l'âge légal et à taux plein, ou presque. Tout dépend de la situation de chacun. Donc, pour reprendre, la fiscalité, c'est l'impôt sur le revenu pour une entreprise individuelle. D'accord? Soit au réel, soit au simplifié, hein, c'est une question d'échéancier, hein. Qui peut avoir un impact aussi pour la TVA, puisque la TVA, c'est soit vous la déclarez par trimestre, soit vous la déclarez tous les mois. Par contre, elle est exigible le mois suivant. Ça s'appelle le réel normal. Et donc, pour payer vos cotisations sociales sur ce revenu, c'est sur le revenu que vous devrez payer votre cotisation, vos cotisations sociales, ou pour être, comment on identifie, pardon, le revenu d'une entreprise individuelle dite classique, eh ben, c'est sur le bénéfice. Chiffre d'affaires moins les charges, c'est votre bénéfice qui devient votre revenu parce que vous êtes imposable sur le revenu. La structure juridique telle qu'elle est réalisée, telle qu'elle est structurée, pardon, c'est sur l'impôt sur le revenu. Pas le choix. Et là-dessus, comme vous êtes un travailleur non salarié, comme le gérant majoritaire, vous allez cotiser à hauteur de 45% sur le bénéfice que vous allez générer, puisqu'on l'appelle le revenu pour l'entreprise individuelle. La micro-entreprise, c'est totalement différent. On se fiche totalement du revenu pour payer vos charges sociales, puisqu'on vous dit vous allez les payer que sur votre chiffre d'affaires. Et donc ça sous-entend que pour générer des cotisations, une fois que je génère du chiffre d'affaires de ma micro, je vais payer et être prélevé de mes cotisations sociales automatiquement, soit tous les mois, soit tous les trimestres.
Et précision, je ne paie des cotisations sociales que sur ce que j'ai encaissé. Excusez-moi, j'ai un intrus, hein. Mon petit chat qui vient sur moi. Ce qu'on appelle du chiffre d'affaires en micro, c'est ce que j'ai encaissé. Bien sûr, la question va être aussi, du moins, elle mérite d'être posée, hein, du coup, puisque qu'est-ce qui pourrait me dire pourquoi je partirais plutôt sur une entreprise individuelle classique plutôt que sur une micro? Bah, il y a un autre élément qui est à prendre en compte, c'est la déduction des charges. En micro-entreprise, on ne peut pas déduire les charges, puisque c'est l'abattement forfaitaire qui prend le relais. Par contre, si j'ai des charges, un loyer, du carburant, l'expert comptable, etc., eh ben, je vais plutôt opter pour une entreprise individuelle où je vais pouvoir déduire toutes les charges de fonctionnement ou tout ce qui a contribué à élaborer ce chiffre d'affaires. Donc ça aussi, ça va être à peser sur la balance. Moins j'ai de charges, si je bosse de la maison, j'ai pas de comptable, j'ai rien. Bon, la réflexion mérite d'être posée, de se dire pourquoi je partirais pas sur une micro. C'est ce type de questionnement qu'on va finir par se poser. En termes de gestion et d'obligation, bah, vous l'avez entendu, hein, quand je suis en entreprise individuelle, je suis obligée de passer, ou en tout cas de réaliser ma comptabilité, hein, de gérer la boîte, hein, de façon telle qu'il me l'est demandé, gestion de la TVA, gestion de l'IR, gestion de la CFE, gestion de l'organisation, etc. Donc je suis obligée de passer par de la comptabilité. Alors, je ne voulais pas dire le mot, mais je vais le dire quand même. Vous êtes tenu de fournir un bilan comptable et peut-être de passer par un expert comptable. Alors, c'est pas une obligation d'avoir un expert comptable, mais vous êtes obligé de fournir un bilan comptable. Ce qui n'est pas le cas pour la micro-entreprise, puisque c'est relativement simplifié, puisqu'on se fiche totalement de savoir si vous avez eu des dépenses, si vous avez généré de la TVA jusqu'à un certain seuil, je le précise, et à partir de là, on vous demande simplement de tenir un registre recettes et dépenses. Donc, ça convient, si je dois résumer, l'entreprise individuelle va convenir plutôt à des personnes qui ont pas de salariés. Alors, on peut avoir des salariés en entreprise individuelle, qu'on se le dise. Mais si j'ai pas de salariés, si j'ai pas de gros investissements, pas de matériel ou très peu de matériel coûteux, hein, ou des charges quand même de fonctionnement, ou peu de fournisseurs, hein, où j'ai pas de dette fournisseur, en tous les cas avec des délais de paiement, hein, bah, peut-être que c'est idéal, hein, pour démarrer en entreprise individuelle. C'est des formalités simples. Et en plus de ça, ça va me permettre d'optimiser même ma fiscalité du coup, puisque je peux neutraliser quand même ma rémunération en chargeant un maximum l'entreprise. Ce que je ne peux pas faire en micro. Pourquoi? Parce que c'est l'abattement fiscal qui prend le relais. Donc c'est souvent pour des démarrages simples, ça va vite. C'est des activités simples, en règle générale, et surtout peu de charges. Vraiment, proche de zéro. Voilà ce qui va pouvoir les différencier. Alors, je vais résumer, hein, les critères et les points importants qu'il va falloir retenir. C'est le chiffre d'affaires prévisionnel qu'on va leur demander de réaliser. Quel est le chiffre d'affaires qu'ils espèrent, qu'ils escomptent, hein. Au-delà des seuils, hein, des 77 700 € pour un micro-entreprise en prestat et 188 000 et quelque chose en négoce. Donc si c'est beaucoup plus, s'il y a de lourds investissements, peut-être qu'il va falloir envisager une société, soit une SARL, soit une SAS. Donc ça deviendrait peut-être plus adapté. Le deuxième élément, bah, c'est les investissements en démarrage, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc plus les investissements de démarrage sont importants et plus il va falloir peut-être partir sur le choix d'un statut juridique plus adapté. Ça peut être aussi la protection juridique. Comme je l'ai dit, hein, entreprise individuelle, patrimoine confondu, hein, pro et perso confondu. Par contre, si je crée une société, je dissocie et ça me permet de sécuriser aussi ma vie personnelle, familiale et tout ce que vous voulez. Donc la protection juridique et la responsabilité de l'entrepreneur va être aussi importante. Bien sûr qu'il y en a un autre que j'ai évoqué rapidement tout à l'heure, mais pour cause, c'est le régime social et fiscal. Donc surtout le régime social. J'ai besoin de quoi? Est-ce que du coup, j'ai pas besoin de cotiser plus? Ou du coup, j'ai besoin de cotiser à ma retraite complémentaire? Mais là, vous avez compris, hein,
Pour ceux dont ça va être le cas, il va falloir qu'ils imaginent un choix de statut juridique peut-être à l'inverse de ce qu'ils pouvaient penser de la micro ou autre. Ça arrive. Et bien sûr, il y a un truc qu'on maîtrise pas, bah, c'est les évolutions du business et surtout les objectifs que se donne le porteur de projet. Donc ça aussi, il faut qu'il ait une bonne idée hein, de la manière dont il va mener ce projet et surtout, il va avoir besoin de quoi à moyen et long terme de nouveaux associés, il veut se développer, qu'est-ce qu'il veut mettre en place comme vrai projet? Au-delà du court terme, le court terme, on le choisit, mais le moyen et long terme, ça va être aussi important qu'il puisse se projeter. Donc, quelques éléments hein, pour guider ce choix, hein, c'est se poser les bonnes questions que j'ai évoquées tout à l'heure. Hein. Quel est son objectif à court terme? Est-ce qu'il est là pour tester l'idée? Ça peut être ça, hein. Et tester l'idée sans que ça nécessite de gros investissements. Est-ce qu'on partirait pas sur la micro? S'il a besoin de développer rapidement son activité, est-ce qu'il n'a pas besoin d'un autre statut juridique que d'en changer tous les matins? C'est pas possible. Et c'est pas pérenne et c'est pas professionnel. T'imagines, hein, t'as un client, tu lui dis, excuse-moi, je change de numéro de sirette et de structure. Je pense que c'est très limité. Donc ça aussi, il va falloir le définir. Et bien sûr, pour lui, ça peut être aussi un régime social hein, qui va être déterminant dans son choix. Et puis, il y a d'autres questions, le risque financier, etc., etc. Donc l'idée, c'est mettre un peu plus en lumière ouais, les avantages pratiques de chaque option. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, il y a un statut juridique qui est adapté au projet, au porteur de projet. Voilà, donc ça va être des questions qu'on va lui poser. Je ne vous lis pas les questions, mais vous avez compris globalement que c'est le questionnement qui permet euh, de mieux l'orienter sur un choix le plus adapté. Bon, ça c'est à titre d'exemple, hein. Euh, un porteur de projet que vous avez sous les yeux, hein. Quelqu'un qui veut lancer une création et de vente de bijoux artisanaux en ligne, qu'est-ce qu'il lui faut pour la première année, hein, c'est quoi ses objectifs, hein, même s'ils sont modestes, hein, même si le budget est limité, hein, même s'il ne prévoit pas beaucoup d'investissement, même s'il ne prévoit pas d'embaucher tout de suite, qu'est-ce qu'il lui faut comme statut? Donc, est-ce que le statut de la micro peut faire l'affaire pour le démarrer? Hein. Pourquoi pas? Donc là, pour le coup, on va essayer de l'aider à clarifier. Hein. Donc clarifier ses priorités, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut un démarrage simple? Est-ce qu'il veut limiter ses risques? Est-ce que le projet est plutôt en lancement, c'est-à-dire on va tester? Hein. Et puis bien sûr, quelles sont les perspectives à moyen et long terme? Du coup, on va traduire toutes ces priorités en quelque chose de concret. Hein. Donc, concret veut dire quoi? Veut dire quel est le choix du statut juridique le plus adapté, hein. Et à partir de là, bah, on définit si c'est la micro, si c'est une URL ou une SARL, peu importe, hein, qui va lui permettre de supporter cette activité pour sécuriser le projet de développement. Donc, sécuriser la décision, bon, on l'est jamais à 100%, mais on l'est en grande majorité quand on part sur une structure plus adaptée, hein, plus rassurante aussi pour les clients, puisqu'il s'agit aussi de savoir qui sont les clients. Et ben, ça permet de plutôt se focaliser sur le développement de son business que de dire à quel moment je change de statut. Donc tout ça, c'est des questions vraiment qu'on va se poser dès le départ, ou quasiment dès le départ. Il y a un autre point qui va être important aussi pour les porteurs de projets, c'est toutes les aides qui vont être mis à sa disposition et de bien les comprendre, sachant qu'il y a une multitude d'aides qui existent, mais il ne pourra pas les cumuler. Dans tous les cas, il faudra qu'il rentre dans certains critères. Et il y a de fortes à parier, dans tous les cas, qui ne rentrera pas toujours dans tous les critères par rapport aux aides auxquelles il peut prétendre. Donc les premiers qu'on peut maîtriser du coup, hein, du moins ceux-là sont mobilisables, c'est le volet social. Et donc, le volet social, c'est effectivement de pouvoir bénéficier, ou en tous les cas, celui qui est demandeur d'emploi, qui est indemnisé surtout, hein, va pouvoir bénéficier de l'ACRE. Je le rappelle, c'est une exonération des charges sociales, même si celle-ci va être réduite hein, à un certain public, hein, surtout aux demandeurs d'emploi. C'est un allègement des charges sociales, hein, de la couverture sociale sur la première année uniquement d'immatriculation. Hein. Il va pouvoir aussi
maintenir ses ARE, hein. Là aussi, ça va être une question importante. Parce que s'il a besoin de bénéficier de la totalité de ses ARE, eh ben, le choix va se poser, hein, du statut juridique. Du coup, est-ce que je me mets en micro? Est-ce que je le mets en SASU ou en EURL, sachant qu'on n'est pas mangé de la même manière? Et donc ça, pour le coup, ça va être de vraies réflexions à avoir. Après, l'ARS, certains la demandent. L'ARS, pour faire court, c'est la capitalisation de ces ARE. C'est-à-dire, si je ne demande pas le maintien des ARE, eh ben, j'ai besoin d'un capital pour pouvoir développer mon activité ou tout simplement investir. Je vais peut-être demander l'ARS. Voilà. Donc ça, c'est par rapport aux droits qui sont ouverts auprès de France Travail. Ensuite, il y a d'autres types d'aides hein, auxquelles on peut prétendre pour booster au-delà de son capital, mais aussi le développement de sa structure. C'est ce qu'on appelle les prêts d'honneur. Alors, c'est quoi un prêt d'honneur? Ben, c'est des aides régionales, hein, généralement, ou départementales, mais régionales, en l'occurrence pour l'ancien nacre. Cette aide, quand on parle de prêt d'honneur, pour qu'on soit bien clair, c'est des prêts à taux zéro, qui peuvent aller de 2 000 à 50 000 euros, voire pour certaines d'entre elles, elles sont cumulables, sauf que pour prétendre un prêt d'honneur, il faut qu'il puisse arriver avec des apports, c'est-à-dire qu'il ne vient pas les mains dans les poches. Ça, c'est la première condition. Une deuxième, au-delà du projet viable, etc., deuxième condition, c'est que les prêts d'honneur sont forcément couplés avec un prêt bancaire. C'est-à-dire un prêt d'honneur sans prêt bancaire, ça n'existe pas. Et bien sûr, l'entreprise, le développement de cette structure peut bénéficier aussi de certaines réductions d'impôts dans le cadre de l'investissement pour les entreprises ou pour comment dirais-je, pour les associés. Donc tout ça permet aussi d'avoir un arsenal pour optimiser le démarrage de sa création d'entreprise. Il y a aussi bien sûr des mesures fiscales. Et là, ça va dépendre de plein de paramètres, hein, du projet, entre autres, mais aussi de l'installation de ce projet. L'installation de ce projet par rapport à la zone géographique où il est situé, où il souhaite tout simplement s'installer. Donc, il peut bénéficier de ce qu'on appelle des exonérations zonées. Alors, on les appelait les zones franches. Alors, si je dois leur donner un petit nom, c'est les zones rurales de redynamisation, tout ce qui va être de redynamisation, de ruralité aussi, hein. Je me souviens plus du FR, je me souviens plus des acronymes, des quartiers prioritaires, etc. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les zones franches, hein. Je remets sur cette appellation plus générique qui permet tout simplement quoi? D'obtenir une exonération d'impôt sur l'IS ou sur l'IR. Donc même le choix du statut va être important. Et là, de comprendre cette mécanique. Ça va lui permettre aussi de bénéficier d'une exonération de la CFE, hein, qui est la taxe foncière des entreprises. Alors, même si la première année, toutes les entreprises en sont dispensées, mais à partir de la deuxième année, il va falloir la régler. Et donc, si vous êtes installé en zone franche, ça vous permet cette exonération pendant 7 ans. Et vous avez, si l'entreprise, ou en tous les cas le porteur de projet souhaite recruter, hein, il va pouvoir aussi bénéficier d'une exonération de charges sociales pour des salariés, ou en tous les cas pour des salariés, oui, qu'à une seule condition, parce qu'il y en a quand même une, on exige que ces recrutements soient locaux. Au moins que 50 pour en bénéficier, il faut au moins que 50% de cet effectif soit local. Et bien sûr, on peut bénéficier de crédits d'impôt, hein, crédit recherche, pour pouvoir optimiser aussi sa fiscalité. Là, on est souvent sur des projets un peu plus ambitieux. Pardonnez-moi du terme, mais on est là-dessus. Donc, fondamentalement, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, tout ce qui est exonération des charges sociales, donc je l'ai dit, hein, euh, ça va être l'acre, même s'il y a une refonte, même si
L'administration, donc, depuis 2020, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, ils cherchent à faire des économies, hein. Et donc, c'est en train de se resserrer. Et une partie de la population va pouvoir bénéficier de l'ACRE, mais pas la totalité. L'ARS, comme je l'ai dit, c'est la capitalisation. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que l'ARS, c'est la capitalisation des ARE, hein, des droits restants du porteur de projet. Au lieu de lui verser par mois, on va lui doter ça sous forme de capital à hauteur de 60% de ce qui lui reste. En clair, s'il avait 10 mois d'ARE, c'est plus facile de compter comme ça. S'il avait 10 mois d'ARE, on va pas lui donner ses 10 mois d'ARE, mais on va lui donner 60% de ses 10 mois en capital, c'est-à-dire 6 mois. Sur ces 6 mois, il aura droit à 50% de ces 6 mois à l'immatriculation et 6 mois après, on lui versera la deuxième tranche. Les 40% ne sont pas perdus, hein, qu'on ne lui verse pas. Il a 5 ans globalement pour les récupérer, hein. Si, bien sûr, il est amené à rencontrer des difficultés ou tout simplement à radier son entreprise pour à nouveau bénéficier des droits restants sur les 40% qui lui restent. C'est ça globalement le calcul qu'on fait pour l'ARS. Et puis, bon, bah, le maintien des aéros, je ne reviendrai pas dessus, je l'ai dit, hein. Il va pouvoir continuer à bénéficier de toucher ses allocations chômage, mais est-ce que c'est partiel ou en totalité, hein? Tout va dépendre de son statut juridique. Et ça va être, une- ça peut être un vrai questionnement pour le porteur de projet. C'est pour ça qu'il ne peut pas toujours se tromper sur le choix de son statut juridique. Je suis pas dans sa vie. Voilà ce que je... Bon, j'ai pas grand-chose à dire hein, sur le... J'ai fait je l'ai précisé hein, ce que c'était que le prêt d'honneur. Sauf peut-être que, si je dois rentrer dans le détail, c'est que le prêt d'honneur est considéré comme un apport, ou en tout cas comme des fonds propres. Donc bien souvent, tu peux manquer de fonds propres. Tu dois financer un truc à 100 000 balles, t'as que 2 000 euros. C'est pas suffisant et au regard de la banque qui attend entre 20 et 30% d'apport. Donc ça te permet d'aller chercher peut-être, hein, avec cet argent, du moins ces apports, d'aller chercher des prêts d'honneur qui viendront constituer des apports de démarrage pour demander un emprunt bancaire. Voilà globalement à quoi ça sert. Et donc, vous en avez sur toutes les régions, hein. C'est les réseaux d'accompagnement, que ce soit tout ce qui est France Initiative ou les réseaux Entreprendre, pour lesquels ils sont. Alors, Initiative France est à la création, hein, c'est avant la création. Les réseaux Entreprendre, bien souvent, ils prêtent des prêts d'honneur qu'à partir du moment où vous avez déjà créé votre structure. Et bien sûr que le choix du statut juridique peut être important, bien sûr. Les aides NACRE, j'ai pas grand-chose à dire parce que quand je dis j'ai pas grand-chose à dire, ça va dépendre des régions. Je sais que c'est un dispositif qui a tendance à disparaître, hein, au profit bien sûr des aides régionales, mais toutes les régions ne proposent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà quelque chose de similaire, hein, qu'on appelle le prêt d'honneur. Voilà, donc ça je l'ai dit hein, sur les zones de revitalisation rurale, France Ruralité Revitalisation. C'est l'escarcelle de dispositifs que j'ai évoqués tout à l'heure, exonération de l'IS ou de l'IR, exonération de la CFE, des charges sociales sur les salariés, et puis bien sûr ce que je n'ai pas dit sur le crédit d'impôt ou sur la réduction d'impôt, en fonction, bah, si la réduction d'impôt, si vous avez des investisseurs, les associés, hein, et bénéficient d'une réduction d'impôt de 25% dans le capital. Voilà. Par contre, il y a des conditions. Les conditions, c'est de garder, je crois, je sais plus, j'ai Alzheimer, je crois que c'est garder les actions pendant 5 ans et d'avoir un salarié ou 2 salariés en fonction de l'activité et de la zone sur 2 ans. Voilà, vous avez 2 ans pour pouvoir justifier de cette réduction d'impôt, à condition que vous créez un emploi dans les 2 ans ou deux, tout dépend du projet, bien sûr, et puis de détenir ces actions pendant un certain temps. Voilà, donc pour le reste, tout ce qui est crédit impôt recherche, je vous invite, du moins, j'invite toujours mes clients. Et là, pour le coup, c'est important de se rapprocher de leur expert comptable. Voilà, parce que ça peut être hyper intéressant
pour eux. Voilà, donc ça c'est le plan d'action hein, pour activer les aides, vérifier l'éligibilité à l'ACRE, prendre rendez-vous avec son conseiller, ça va être important, contacter les réseaux, les différents réseaux d'accompagnement, France Initiative, ça peut être effectivement Réseau Entreprendre, etc. Et puis bien sûr, il faut voir si mon projet s'inscrit dans un projet de zone franche. Ça peut être intéressant pour obtenir d'autres types d'aides. Voilà, donc la méthode, analyser le projet, seul ou accompagné, beaucoup de frais ou pas beaucoup de frais, des investissements ou pas d'investissements. Est-ce que mon régime fiscal ou social va être important ou pas? Et bien sûr, les aides mobilisables qui peuvent être plus importants aussi en fonction du projet, bien sûr, et du choix du statut juridique. Voilà pour globalement les, les- les éléments sur lesquels on doit s'appuyer hein, pour accompagner notre porteur de projet sur le bon choix du statut juridique. Sachant encore une fois qu'il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, il y en a un qui est mieux par rapport à une situation donnée. Voilà, ça c'est les étapes ou la méthode spirale de créatif hein, qui permettent de pouvoir du coup mieux comprendre ce qu'on fait chez Créatif et la manière dont on accompagne un porteur de projet. Que ce soit des premières étapes jusqu'à la mise en œuvre de son projet, l'immatriculation. Donc vous trouverez aussi le bouquin, du moins le livre de Mathieu, hein, Accompagner les créateurs d'entreprise vers le succès, qui est un outil qu'on vous met aussi à disposition chez Créatif. Donc n'hésitez pas à consulter. Et c'est vraiment un ouvrage de ressources. On trouve plein d'outils concrets. Et c'est assez complet. Voilà, n'hésitez pas à rejoindre notre réseau et puis partager les bonnes pratiques. Je vais laisser peut-être la main à Sacha, si vous avez des questions, parce que moi, j'ai pas eu le temps de consulter vos questions. Sacha, est-ce que tu es parmi nous? C'est bon, je suis là. Est-ce que enfin, vous m'entendez bien? Tout est bon? Oui, oui, moi, je t'entends bien. Donc, Eh ben, nickel, parfait. Parfait, parfait. Bon, bah, merci en tout cas, Leïla, pour la présentation. Je pense que ça a permis d'éclairer pas mal de points sur la création d'entreprise, notamment sur les statuts juridiques et les aides. Questions qui reviennent souvent quand on fait de l'accompagnement à la créa. Donc voilà, je pense que c'était important de faire ce petit atelier. L'idée, c'est de vous donner un maximum d'informations, un maximum de contenu aussi pour bah, harmoniser un peu les pratiques. On voit trop de personnes qui font de l'accompagnement à la création d'entreprise et qui ne savent pas aussi certains éléments. Donc l'idée, c'est qu'on puisse vous aider à mieux faire là-dessus. Je vais juste revenir un petit peu, deux petits points sur deux petites slides qui étaient juste avant, Leïla, sur le livre. Et voilà, parfait, sur le livre et la méthode. Voilà, globalement, la méthode en spirale de Créatif, c'est quelque chose qu'on a un petit peu, on va dire, entre guillemets, théorisé. Ça fait 15 ans qu'on accompagne des porteurs de projets. Il y a plus de 35 000 personnes qui sont venues se former chez nous et qu'on a accompagné à créer leur entreprise. L'idée, c'est de faire quelque chose de vraiment très cyclique et pas linéaire. D'accord? Si on est sur quelque chose de linéaire, et ben forcément, on peut se rendre compte qu'à certaines étapes du projet, on doit recommencer et repartir en arrière. Donc, on perd du temps. Donc, voilà, c'est ce qu'on essaye de vous apprendre aussi chez Créatif et en tout cas, c'est comme ça qu'on travaille. Ensuite, sur le livre également, bah, il est disponible sur plein de plateformes différentes, que ce soit Amazon, la Fnac, etc. Donc, ça, vous le trouvez assez facilement. L'idée, encore une fois, c'est de vous faire un guide vraiment pratique où il y a toutes les thématiques de la création d'entreprise, de l'étude de marché jusqu'au prévisionnel, en passant par les statuts juridiques, le marketing. Il y a plein d'outils qui sont mis à disposition dans le livre aussi. Donc, je vous invite vraiment à regarder. Encore une fois, c'est pour vous donner le maximum de contenu, le maximum d'aide possible et le maximum d'éléments pour accompagner au mieux les porteurs de projets. Et Leïla, si tu peux peut-être passer sur la slide ouais, juste après, encore. Voilà, parfait. Non, juste avant, sur le réseau LinkedIn, voilà, avec le petit QR code, voilà, on a créé un réseau, un groupe sur LinkedIn où il y a toutes les personnes qui font de l'accompagnement à la création d'entreprise. L'idée, encore une fois, c'est de partager des bonnes pratiques. On est, pour nous, ce qui est important, c'est que chacun puisse s'entraider, c'est les bonnes pratiques des autres. C'est comme ça qu'on apprend, la pédagogie active, etc. Il y a que ça de vrai à ce niveau-là. Donc,
Donc voilà, l'idée, c'est que chacun puisse poster, que vous puissiez avoir des informations aussi exclusives sur ce que Creative propose, sur ce que Creative fait également. Donc voilà, je vous invite à scanner le QR code, à rejoindre le groupe. Il y a pas mal de choses qui vont arriver dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, à partager aussi ce réseau au maximum. Comme ça, c'est comme ça qu'on pourra mieux aider les porteurs de projets. Et puis enfin, dernière petite slide, ouais, Leïla, si tu peux passer. Voilà, nous, en fait, ce qu'on propose concrètement, c'est que on veut aider les porteurs de projets, déjà de un, c'est pour ça qu'on les accompagne depuis une quinzaine d'années. Mais on s'est beaucoup rendu compte qu'il y avait aussi beaucoup de porteurs, enfin, d'accompagnateurs, pardon, de conseillers en création d'entreprise qui n'avaient pas forcément les bonnes méthodos, les bonnes choses à faire. Alors, il n'y a pas forcément que les conseillers en création d'entreprise, il y a les conseillers en évolution professionnelle, les conseillers en insertion professionnelle, ceux qui font du bilan de compétences. Il y a voilà, énormément d'acteurs qui sont sur de la transition professionnelle. Il y a de plus en plus de création d'entreprises en France. Qui dit de plus en plus de création d'entreprises dit aussi beaucoup plus d'accompagnement. Donc, du coup, il faut absolument harmoniser les pratiques. Nous, on est un acteur majeur de l'accompagnement, de la création d'entreprises en France. On travaille avec beaucoup de structures comme France Travail, la BGE, CCI, la CMA. On a formé énormément de leurs conseillers également. Et puis moi-même qui les accompagne, je me rends compte qu'il n'y a pas forcément que des bonnes pratiques, même au sein de certaines grosses structures d'accompagnement. Alors pas tous, il y en a qui sont très forts, etc. Il n'y a pas de souci, mais d'autres où c'est plus compliqué. Donc voilà, je pense que c'est important d'harmoniser les pratiques. Vous, dans votre quotidien, j'imagine qu'il y a beaucoup de CEP, de personnes qui font déjà un petit peu d'accompagnement de créa, mais en tout cas qui rencontrent des porteurs de projets. Je pense que ça peut être intéressant. Donc, nous, on va vous donner toute notre méthode, tous nos outils, toutes les thématiques de l'entrepreneuriat. Ça, c'est un tout petit volet, ce que vous avez vu sur les statuts juridiques, mais c'est bien plus profond, bien plus complet sur la formation. Pareil sur le prévisionnel financier, pareil sur le marketing, la communication, le positionnement, construire son idée, l'adéquation porteur-projet, etc. On vous donne énormément de choses. Vous aurez accès à vie à la plateforme, etc. Et puis après, il y a énormément de mise en pratique, de mise en situation avec nous, les conseillers créa de Créactif, pour améliorer vos pratiques. Donc, je pense que c'est intéressant de se former. Donc, voilà. Donc, nous, c'est ce qu'on propose. Donc, on a deux formules différentes, comme vous pouvez le voir. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé le support. Donc, vous pourrez regarder en détail tout ce qu'il faut. Et puis, Leïla, je te laisse passer la dernière slide, si possible. Voilà. Donc, ça, c'est Tout est simplement possible. si vous êtes intéressé. Merci beaucoup, Leïla. Voilà, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, on en discute, on fait le point simplement sur votre parcours, sur ce que vous souhaitez faire, si jamais ça peut vous intéresser. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut vous apporter vraiment et sincèrement, on a eu énormément de retours. D'ailleurs, j'ai eu quelqu'un qui était dans l'atelier qui a fait la formation, je crois qu'elle est partie malheureusement, mais voilà, il y a beaucoup de personnes qu'on a pu aider là-dessus, donc je pense que ça peut être très intéressant. Et puis, je mettrai un dernier petit mot sur Créactif de manière générale. Voilà, on est un organisme de formation, on est aussi un organisme certificateur. L'idée, c'est qu'on essaye de nouer le plus de relations possible avec les gros acteurs aussi de l'accompagnement et de la création d'entreprise de manière générale. Plus on aura un écosystème entrepreneurial qui sera complet et soudé, mieux ce sera. Donc voilà, je sais qu'il y a de plus en plus de demandes, comme je vous le disais, de création d'entreprise. Il y a de plus en plus de plans de départ également, de licenciement économique. Il y a énormément de choses où des personnes après se tournent vers la création d'entreprise. Nous, on peut aussi créer des liens, on peut former ces personnes-là, on peut les accompagner à créer. Si vous avez trop de gens, enfin voilà, on peut discuter de plein de choses. Donc pareil, il y a mon mail dans le chat et si jamais vous avez toute demande ou autre question ou autre problématique, autre besoin, on fera tout pour y répondre à ce niveau-là. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter également. Donc, D'autant voilà. plus que, je sais pas, je te coupe un Sacha, mais il y a aussi un acteur majeur qu'on forme et qu'on accompagne depuis longtemps, c'est l'armée, hein. Les conseillers à l'armée C'est vrai. qui ont des conseillers sur la reconversion professionnelle, hein, du moins, et bien Mhm. souvent, certains d'entre eux partent en créa et c'est Oui, un volet aussi important. oui. Donc, on fait ça depuis, on est quasiment à l'origine, hein, ça fait des années Mm. qu'on fait ça, ça fait 10 ans. Oui. Si c'est pas Oui. plus, mais ça fait 10 ans de façon professionnelle et donc on est un acteur, on est devenu un acteur majeur de l'accompagnement à la créa Voilà. pour les conseillers. Exactement. Donc, effectivement, tu fais bien de le souligner, Leïla. Je pense que c'est important. On est sur vraiment de la mobilité, de la transition pro. Il y en a énormément. Il y en aura de plus en plus et de plus en plus les prochaines années. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé forcément par ces thématiques-là et que forcément vous êtes confronté à des porteurs de projets.
de manière générale. Donc voilà, nous, on peut répondre à énormément de besoins, soit en vous aidant à mieux les accompagner à travers bien évidemment la formation. Sinon, vous pouvez nous transmettre aussi beaucoup de monde. On peut co-animer des webinars, des ateliers. Enfin, on peut mettre énormément de choses en place. Et l'idée, c'est de donner le plus de ressources et de contenu aux acteurs de l'accompagnement et aux acteurs, aux porteurs de projets qui seront futurs entrepreneurs. Voilà. Donc voilà, c'est tout Voilà. pour, je pense. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter, Leïla. Non, moi je crois que j'ai à peu près tout dit. Bon, comme tu l'as dit, c'est une formation que je peux faire en 4 jours, hein, juridique et aide, hein. Donc, condenser ça, bon, j'ai donné les outils, du moins les quelques clés de réflexion, mais si on veut aller plus loin, si on a envie d'accompagner, si c'est une thématique qui nous intéresse, oui, bien sûr on peut aller beaucoup plus loin. Mais Ouais. c'est ça qui est intéressant. Le conseiller, il est pas là, il n'a pas vocation à maîtriser le juridique, il est à vocation à faire poser les bonnes questions à à son client. Parce que souvent on me dit, ouais, ouais, mais tu sais, moi je retiens pas tout ce que tu dis, je retiens pas, je suis pas un spécialiste juridique, mais je fais pas de toi un spécialiste juridique. Je fais de toi quelqu'un qui doit faire poser les bonnes questions. Bah ouais, ça c'est important de souligner effectivement parce que enfin, on n'a pas besoin d'être expert dans chacune des thématiques. Moi-même, je ne suis pas non plus expert comptable, je ne suis pas juriste ni avocat. Enfin voilà. Pour autant, on a toujours aussi les mêmes scénarios de manière générale qui reviennent. Et puis après, dans le parcours, comme elle a dit, il y a deux types d'entreprises. Il y a à la fois la micro-entreprise, à la fois les sociétés, donc personnes physiques, personnes morales. Personne physique, c'est très simple dans le fonctionnement. Personne morale, bah, généralement, on se tourne aussi vers des experts comptables pour après la comptabilité, ces choses-là. Quoi qu'il en soit, ils auront de l'info supplémentaire, mais vous, il faut les rendre autonomes. C'est surtout ça le but de l'accompagnement. Parce que quand on n'est plus là pour les aider, bah, après, il faut qu'ils puissent se débrouiller un petit peu tout seuls aussi et comprendre comment ça fonctionne. Donc voilà. Bon, ben Bon, voilà, je je crois ne sais qu'on pas a à peu près s'il tout y a des dit. gens qui ont des questions, peut-être, qui vont qui participent à l'atelier. Voilà, c'est le moment. Il nous reste 5 minutes. Je vois qu'il y a des gens qui Bah, doivent partir. Bon, moi aussi, je dois partir après. tu dois y aller? Bon, et J'ai bah, rendez-vous à 13h30. 13h30, ça marche. Euh, En tous les cas, j'espère que ça vous a plu, que j'ai été assez oui, claire pour vous. N'hésitez pas à faire vos retours et puis bah, j'espère vous retrouver bientôt. Voilà. En tout cas, exactement. prenez soin de Exactement. vous et puis n'hésitez pas à revenir vers nous Ouais. rapidement. Merci, au revoir. Merci à tous. Au revoir, Sacha. Au Salut, revoir à Leïla. tous. Au revoir.